Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La ministre de la fonction publique a rassemblé les gestionnaires des ressources humaines de l'État ce mercredi. Objectif, préparer les recrutements et départs pour 2026-2028. On l'appelle la maladie de la grosse tête. L'hydrocéphalie touche surtout les enfants et peut avoir de graves conséquences. Quels signes doivent alerter? Comment la soigner? Reportage dans un instant. Et puis en ce mois de carême, chrétiens et musulmans font partager une rupture de jeûne au Banco, organisée par le district autonome d'Abidjan. Anticiper pour mieux gérer, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a réuni les gestionnaires des ressources humaines de l'État ce mercredi. L'objectif, planifier les recrutements et départs de 2026-2028, comme nous le montrent Timé Danger et Tanguy Conan dans ce reportage. Gestionnaire des personnels civils de l'État, à nouveau au rendez-vous de la conférence de programmation des effectifs. Comme à l'accoutumée, aux côtés des managers des ministères et institutions publiques, répartis en commissions, la ministre d'État, de tutelle, venue s'assurer de l'effectivité des travaux. Au centre de la descente sur le terrain, s'imprégner également des préoccupations des participants, appelés à se projeter sur les départs et les besoins de recrutement à l'horizon 2028. Se réjouissant de la bonne ambiance des lieux, Anne-Désirée Ouloto décline les attentes avant d'édicter des consignes. Ce que nous voulons, c'est vraiment gérer de façon efficace les ressources humaines de l'État, faire en sorte que chaque fonctionnaire soit à un poste de travail, que chaque fonctionnaire ait un rendement qui ait donc un impact positif sur l'action du gouvernement. Nous voulons faire en sorte que les fonctionnaires s'épanouissent aussi sur leur lieu de travail. Et la meilleure manière de garantir donc cet épanouissement du fonctionnaire, c'est de bien encadrer les recrutements et de bien accompagner les fonctionnaires tout au long de leur carrière. Ces ressources humaines doivent être gérées avec rigueur, avec transparence, avec professionnalisme. Bien avant, le directeur de la fonction publique mettait en exergue méthodologie et intérêt de cette conférence de programmation des effectifs. L'état des lieux part de l'existant, des fonctionnaires qui sont en poste, des fonctionnaires qui vont à la retraite, puisque c'est aussi la dynamique de la gestion des ressources humaines. Il y a des départs à la retraite et il y a les créations nouvelles. C'est-à-dire que les ministères procèdent à de nouvelles créations d'entités, de structures et qui ont besoin de ressources humaines pour être animées. Donc c'est l'ensemble de ces considérations qui sont réunies et qui sont évaluées en termes quantitatifs, donc combien de personnes, mais aussi en termes qualitatifs, c'est-à-dire les profils qui sont attendus. Donc c'est tout cet ensemble de données qui sont passées en revue lors de cette conférence de programmation des effectifs. L'intérêt, c'est de maîtriser nos effectifs, c'est d'avoir une visibilité de nos besoins, d'avoir une visibilité de l'existant et d'avoir une projection triennale. L'édition 2025 de la conférence de programmation porte sur les exercices 2026-2027 et 2028, dont les départs et les besoins de poste vont être à terme planifiés dans la vision d'une administration publique moderne et performante. Le ministère de la Santé a présenté ce mercredi les résultats de l'enquête sur l'évaluation des établissements sanitaires de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il en ressort? Les éléments de réponse de Moussa Nikema et de Kimo Eric. Le rapport de l'évaluation harmonisée des établissements sanitaires de Côte d'Ivoire est désormais disponible. Ce rapport évalue la capacité opérationnelle des établissements, publics et privés du pays. Une enquête qui vise à éclairer les décisions politiques et les stratégies de développement sanitaire. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui nous permet de dire à la communauté sanitaire nationale et internationale que des informations pertinentes sur le système de santé de la Côte d'Ivoire sont disponibles. Elles décrivent la disponibilité des différents types de services, la capacité opérationnelle des établissements de santé, la gestion des ressources humaines et financières et la qualité des services offerts aux populations. Ces informations sont non seulement disponibles, mais aussi à votre portée pour faire beaucoup de choses. Ces données, selon le directeur général de la Santé, permettront d'améliorer l'offre sanitaire du pays. Cette enquête nous permet d'appréhender notre système de santé dans la partie offre de soins. Ça permet de dire
voici ce qu'on est capable de faire en Côte d'Ivoire. Mais ces résultats que nous avons aujourd'hui doivent nous servir pour améliorer la santé des Ivoiriens. Sans ça, on n'aura rien fait. Ensemble, on puisse voir l'évolution de notre système de santé et surtout comment nous, on améliore l'accès aux soins de nos populations. Ce rapport comprend entre autres l'analyse détaillée de la disponibilité des infrastructures et des équipements, l'évaluation de la capacité des établissements à fournir des services essentiels, la mesure de la qualité des soins perçus par les patients et les professionnels, l'examen des mécanismes de financement et de gestion du système de santé, les disparités régionales en matière d'accès aux soins de santé, les défis liés à la qualité des soins et à la disponibilité des ressources humaines. Et l'ambassade du Canada a organisé une cérémonie pour commémorer la Journée internationale de la francophonie ainsi que celle des droits des femmes. L'événement a été l'occasion de mettre en lumière le leadership féminin, notamment dans le secteur de l'industrie minière. Faltia Koulibaly et Cheikh Bleu. C'est à la résidence de l'ambassadeur du Canada à Cocody que des représentants du secteur minier, ainsi que des figures influentes engagées dans la promotion de l'égalité des genres et des étudiantes, se sont réunis pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Organisée par le réseau des femmes du secteur minier, cette cérémonie a aussi permis d'établir un réseautage, mais aussi un partage d'expériences. En tant qu'étudiante, c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente ici à l'ambassade et de pouvoir voir ces femmes inspirantes que sont nos aînés dirigées dans un domaine d'hommes. Et j'espère que nous pourrons réseauter avec elles. J'ai appris que c'est important de se former, même quand on atteint un poste très important dans le domaine des mines. C'est très important de continuer à se former, d'améliorer ses compétences. C'est très important de compter sur ses compétences plutôt que de rester sur ses lauriers. Les défis auxquels les femmes sont confrontées dans divers domaines ont été soulignés, ainsi que les initiatives visant à encourager leur participation active. On a plusieurs actions. Aujourd'hui, on a décidé de nous approcher des jeunes filles dans les lycées, dans les collèges, pour les encourager à adhérer, à embrasser la filière scientifique et aussi dans les universités, les grandes écoles, pour demander aux femmes, aux jeunes filles, de venir dans le secteur minier avec toutes les opportunités que ce secteur a. Cette cérémonie a rappelé l'importance de poursuivre les efforts pour une égalité des genres en encourageant les femmes à prendre toute leur place dans des domaines où elles restent sous-représentées. Politique à présent, les cadres sous sanction au PDCI-RDA sont réintégrés. Leur radiation a été levée par le président du parti Tidiane Thiam. On en sait plus avec Thiem Danger. Le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à l'orée des élections internes pour la désignation de son candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2025, veut refaire son unité. Les militants sous sanction vont donc réintégrer le vieux parti du pays. Ainsi en a décidé le président du parti, Tidiane Thiam. En première ligne des concernés par cette mesure interne d'élargissement, Valérie Yapo, radiée depuis octobre dernier pour indiscipline. Une mesure qu'elle contestait devant le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, où elle avait attrait la direction du parti. Le procès ouvert avait été renvoyé au 25 avril prochain. Un verdict qui n'est plus attendu, vu que la mesure portant réintégration intervient un mois avant. Ce gel des sanctions prononcées par le Conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier casse également les procédures en cours, dont celle à l'encontre de Jean-Louis Billon. Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et au parrainage du parti, cet autre cadre influent avait été convoqué par le Conseil de discipline pour atteinte à l'unité du parti. Cette convocation est désormais annulée. Chacun des bénéficiaires de la mesure, apprend-on, va recevoir une notification de la décision portant annulation de sanctions ou de procédures disciplinaires en cours. Direction Yopougon, où l'heure est à la célébration de l'excellence à travers un concours de dictée et de mathématiques, comme nous le montre Salif Yalekoué et Zécré Joseph dans ce reportage. Un concours de dictée et de mathématiques pour promouvoir l'excellence à Yopougon. Telle est l'initiative des premiers responsables de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Kouté. Une activité pour dénicher les meilleurs des classes de CM1 et CM2 qui iront compétir au plan national.
Madame la ministre de l'Éducation nationale, depuis qu'elle est là, elle a chaque fois prôné la recherche de l'excellence à l'école. Et pour lui emboîter le pas, nous avons trouvé bon d'initier ces activités-là, à l'effet de promouvoir l'excellence au niveau de notre circonscription. Depuis le début de l'année et depuis un certain temps, quand même, des instructions ont été données à nos enseignants à l'effet de préparer de façon efficiente nos élèves. Et donc c'est ce qui est fait et nous sommes confiants du niveau de nos élèves. Les élèves, pour leur part, saluent cette initiative. Je participe à ce concours parce que la dictée est une meilleure matière pour moi. Ça permet d'apprendre des nouveaux mots, de lire des dictionnaires, de connaître des mots qu'on ne connaît pas. Je participe à ce concours pour avoir la victoire. C'est nécessaire que la dictée va pouvoir me permettre de lire les dictionnaires, les romans et aussi des autres livres. Les lauréats seront connus et célébrés le vendredi prochain. Et justement, parlant d'enfants, elle fait enfler la tête des bébés, peut avoir de lourdes conséquences si elle n'est pas traitée à temps. Focus sur l'hydrocéphalie, une maladie encore méconnue, souvent considérée comme une malédiction et qui touche de nombreux enfants dans le pays. Nadja Edja, Kimo Eric. Si votre enfant montre des signes de régression de l'acquisition psychomotrice, fait souvent des crises, a un regard plongé vers le bas, des veines apparentes sur le crâne et la tête qui prend du volume, il pourrait manifester là les symptômes d'une hydrocéphalie. Cette maladie neurologique se développe par un trouble de la production, de la circulation ou de la résorption du liquide présent dans les ventricules au niveau du cerveau. Du fait que les ventricules, le liquide à l'intérieur commence à augmenter et que la fontanelle de l'enfant n'est pas encore fermée, donc l'ossification du crâne n'est pas encore totale. Donc plus les ventricules vont augmenter du fait de l'augmentation du liquide céphalorachidien, dont de la pression intracrânienne, la tête va commencer à se distendre. Donc le périmètre crânien va commencer à augmenter. C'est la mère qui a dit, quand il est né, la tête, j'ai l'impression que ça a grossi un peu. Détectable lors de l'échographie du 3e trimestre, dans certains cas, cette maladie peut survenir à la fin du 1er mois de grossesse et quelquefois après la naissance de l'enfant. Quand l'enfant se développe dans le ventre de la maman, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape clé qu'on appelle la fermeture du tube neural. Voilà. Donc souvent quand on a des absences de fermeture du tube neural, un retard, une malformation au niveau de la taille des ventricules de l'enfant, au niveau de tout le système ventriculaire qui peut entraîner le développement aussi d'une hydrocéphalie. Ou soit il y a une infection avec laquelle l'enfant va l'acquérir après la naissance, telle qu'une méningite. Et après, la méningite va entraîner une fermeture des voies de circulation du liquide et après, la tête va commencer à grossir. En Côte d'Ivoire, l'ONG Espérance Hope s'est donné pour mission de soulager les enfants hydrocéphales grâce à une opération chirurgicale gratuite humanitaire soutenue par la Fondation Porteo. Ce sont des maladies qui surviennent le plus souvent chez des enfants dont les parents sont en situation économique pas très favorable. Et c'est pour ça que la tête peut devenir comme ça. Parce que dès que c'est diagnostiqué, si on prend en charge, la tête ne va pas grossir. Ce jour-là, à l'hôpital Moscati de Yamoussoukro, Odile Noman est au chevet de Samuel, son neveu de 3 mois, souffrant d'hydrocéphalie. Il s'apprête à rentrer au bloc opératoire dans le cadre de cette campagne gratuite. Au début, à combien de mois, nous sommes allés à Trècheville pour aller faire les examens. Tout et tout, nous ont dit tout ce qu'on devait faire, payer les valves, les trucs pour l'opération. Mais on a vu que c'était l'opération, vraiment on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Les moyens, donc on est resté. Et grâce à Dieu, on a entendu cette caresse. Comme Odile, plusieurs autres parents d'enfants malades bénéficiaires de cette campagne retrouvent de l'espoir. À la sortie d'ici, je souhaite qu'elle revienne nous trouver comme les autres enfants, aller à l'école, puis bon, être en joie comme les autres enfants, quoi. Voilà. Une vie normale comme les autres, puis bon, ça sera un grand soulagement pour nous. Ça me faisait mal au cœur même. Parce que tu ne peux pas mettre un enfant au monde, et puis tu vois ton enfant, elle a un problème, en tout cas ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Aujourd'hui, on est content. Dans le bloc opératoire, les spécialistes de santé sont à l'œuvre. 2 méthodes sont utilisées pour l'opération chirurgicale
de cette maladie chez l'enfant. Nous avons 2 techniques opératoires pour pouvoir régler ce problème. La première technique, la plus ancienne, c'est de mettre un tuyau, que dans le jargon on appelle une valve de dérivation ou un shunt, qu'on met dans le crâne, qui est censé faire communiquer l'espace où se trouve ce liquide-là dans la tête, qu'on fait passer sous la peau et qu'on draine dans l'abdomen. Donc le trop plein de liquide ne reste plus dans la tête, il est drainé au milieu des intestins où naturellement l'organisme sait comment le faire éliminer. L'autre technique, quant à elle, consiste à opérer avec une caméra. Donc on rentre dans le cerveau avec une caméra et on va, si on peut dire, à la base, sinon au plancher du cerveau, et on fait une ouverture. Cette ouverture-là va donner une voie d'écoulement naturel au liquide, de manière à ce que, au lieu que le liquide s'accumule dans la tête, il a un trou par lequel il pourra s'échapper. Et à partir de là, l'organisme sait comment le résorber. En plus de l'hydrocéphalie, cette campagne initiée à Yamoussoukro durant plusieurs jours, au bénéfice d'une quinzaine d'enfants, a permis de prendre en charge le spina bifida. Et en ce mois de carême croisé entre chrétiens et musulmans, les 2 communautés ont partagé une rupture de jeûne au Banco, une action œcuménique organisée par le district autonome d'Abidjan, le constat de Pierre Dipomélin et de Kimo Eric. Ces cadres magnifiques, récemment aménagés par le district d'Abidjan, qui a accueilli cette rupture de jeûne des fidèles chrétiens et musulmans. Au nom du ministre-gouverneur, le colonel Abdraman Sissé, secrétaire général du bureau du conseil du district, a expliqué le bien fondé de cette initiative. L'objectif recherché par monsieur le ministre-gouverneur et le conseil du district, c'est de passer un moment de convivialité et de fraternité entre les chrétiens et les musulmans et d'autres collectivités en cette période de haute spiritualité. Nous sommes tous des frères et nous devons cultiver l'amour entre nous. Les responsables religieux des 2 communautés ont dit leur engagement à davantage travailler à promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et le partage. C'est une très bonne initiative de solidarité, de convivialité entre tous les croyants de notre pays et entre toutes les filles et fils de notre pays. C'est une très bonne initiative. Nous ne pouvons que féliciter le ministre-gouverneur. C'est pour venir confirmer encore que nous les Ivoiriens là, ce n'est pas la religion qui nous divise. Malgré nos religions, différentes religions, malgré nos ethnies, nous sommes une et indivisibles. C'est ce que moi j'ai constaté et tiré comme leçon aujourd'hui. Cette rencontre entre musulmans et chrétiens, au complexe écotouristique de la forêt du Banco, s'est déroulée dans une atmosphère de prière et de recueillement. Elle a également permis de mettre en valeur ce site aménagé par le soin du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo. Toujours en cette période de jeûne, le groupe des époux et des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire a fait un important don à la communauté musulmane et chrétienne d'Abobo, un geste en présence de la maire de la commune, Kandia Camara, comme nous le rapporte Pierre Dipomélin dans cet élément. À l'instar de l'année dernière, pendant le mois de Ramadan à la mosquée Salam du Banco, le groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire a apporté son soutien aux fidèles chrétiens et musulmans démunis. Conduite par le maire d'Abobo Kandia Camara, elles se sont rendues à la mosquée Essali du quartier de Belle-Cité, BC, pour non seulement offrir une rupture collective du jeûne, mais aussi remettre 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 5 millions de francs CFA, ainsi que 200 kg de dattes de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Cette année, le groupe des époux et des épouses de chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire encore plus loin, car il s'agit à la fois d'un iftar, mais aussi de célébrer la carême chrétienne. Kandia Camara, présidente du Sénat, maire d'Abobo, a traduit sa gratitude aux membres du groupe et aux donateurs qui a requis l'anonymat. Ici, vous avez un échantillonnage des populations d'Abobo. Parce que vous avez ici les principaux guides religieux de la commune. Chez nous, c'est le vivre ensemble. Les bénéficiaires, eux, se sont réjouis de cet acte de charité. La cérémonie de rupture collective de jeûne des communautés chrétiennes et musulmanes s'est achevée par des psalmodies et prières. C'est la 2e année consécutive que le groupe des époux et des épouses des chefs de mission diplomatiques
accrédité en Côte d'Ivoire, apporte son soutien aux populations d'Abobo. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne nuit du destin à tous les musulmans et musulmanes de Côte d'Ivoire.